Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de Madagascar. C'est une histoire complexe, celle d'un royaume qui a été colonisé par la France. Et on va voir comment son peuple s'est battu sur plusieurs générations pour retrouver sa liberté. Alors, la question qui se pose est assez simple mais vertigineuse. Comment un royaume souverain qui était reconnu par les autres grandes puissances peut-il, tout simplement disparaître de la carte? C'est une question qui nous force à regarder de plus près comment la diplomatie, l'ambition impériale et la force brute peuvent littéralement redessiner le monde. Allez, c'est parti, on plonge dans cette histoire. Regardez ça, en l'espace de quelques décennies à peine, tout bascule. En 1862, la France reconnaît officiellement le royaume de Madagascar. 35 ans plus tard, en 1897, cette même France abolit la monarchie. Et puis en 1934, on entend le premier appel clair et net à l'indépendance. C'est une trajectoire fulgurante qui montre bien le drame qui s'est joué. Gardons ces dates en tête, elles vont nous servir de repères. Bon, avant d'en arriver à la conquête, faisons un petit retour en arrière. Fin du 19e siècle. À cette époque, Madagascar n'est pas du tout un royaume isolé ou replié sur lui-même. Bien au contraire. Sous l'impulsion de son premier ministre, Rainila Arizoni, le pays se modernise, il s'ouvre, il discute avec les autres nations. Mais il y a une ombre au tableau, une ombre qui grandit de plus en plus, l'ambition impériale de la France. Et pour justifier cette ambition, il fallait une histoire, un narratif. C'est là que la propagande entre en jeu. Pour que l'opinion publique en France accepte l'idée d'une invasion, on a commencé à dépeindre Madagascar comme un État barbare, un gouvernement soi-disant arriéré, tyrannique. C'était la fameuse mission civilisatrice. Une justification, en fait, pour ce qui se préparait. Sauf que la réalité sur le terrain était bien différente. Cet État barbare, en fait, il était en pleine modernisation. Regardons les faits. En 1877, on abolit l'importation d'esclaves. On réorganise la justice, on crée un code de loi complet, le fameux code des 305 articles. Et on envoie des ambassades partout, en Europe, aux États-Unis. Bref, on est très très loin de l'image de la propagande, n'est-ce pas? Alors, si le pays se modernise, comment justifier une guerre? Eh bien, en créant des prétextes. C'est un jeu diplomatique assez classique, malheureusement. La France avance des revendications, le droit pour ses citoyens de posséder des terres, par exemple. Madagascar répond, logiquement, que la loi du royaume dit que toute la terre appartient au souverain. La France parle d'un incident dans une zone que le gouvernement malgache ne contrôle même pas. À chaque fois, on voit bien le schéma. Une revendication française face à une position légale et souveraine malgache. C'était en quelque sorte la fabrication d'un casus belli. Et ce qui devait arriver arriva. La guerre a éclaté. Pas une seule fois d'ailleurs, mais à 2 reprises. 2 guerres qui vont sceller le sort du royaume et mener, à la fin, à la domination française. La première guerre, entre 1883 et 1885, se termine un peu en queue de poisson, avec un traité très ambigu. Mais le vrai coup de théâtre, c'est en 1890. C'est de la pure géopolitique. Les Britanniques, en gros, disent aux Français « On vous laisse Madagascar si vous nous laissez les mains libres à Zanzibar ». Et voilà. D'un coup, Madagascar se retrouve complètement isolé sur la scène internationale. Sans alliés, la deuxième invasion française en 1895 est fatale. La capitale, Tananarive, tombe. Et en 1897, le symbole ultime, la monarchie est abolie, la reine est envoyée en exil. C'est la fin de l'indépendance. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. La capitale est prise, la reine est en exil, fin du chapitre. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est le début d'une nouvelle forme de lutte. Une lutte qui ne se joue plus dans les palais, mais dans les campagnes, menée par le peuple lui-même. C'est exactement ça. Les Français avaient pris la capitale, mais ils n'avaient pas encore conquis le pays. Prendre une ville, c'est une chose. Contrôler un territoire immense et une population qui refuse de se soumettre, c'en est une autre. La pacification, comme on l'appelait, allait être un processus long, brutal et sanglant. La résistance armée a éclaté presque tout de suite. Et au cœur de cette résistance, il y a un mouvement qui va marquer les esprits, les Menalamba. Littéralement, ça veut dire les toges rouges. Pourquoi? Parce que ces combattants teignaient leurs habits avec de la terre rouge pour se fondre dans le paysage. C'était un immense soulèvement rural. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se battaient pas seulement contre les Français. Ils s'en prenaient aussi à la religion chrétienne et à l'ancienne élite malgache, qu'ils accusaient d'avoir failli, d'avoir laissé le pays tomber. Et ça, c'est vraiment un point essentiel pour comprendre la suite. La résistance était partout. Elle était féroce, mais elle était complètement fragmentée. Dans le cœur du pays, il y avait les Menalamba. Ailleurs, d'autres peuples comme les Betimi-Saraka se soulevaient. Et puis, il y avait des royaumes qui luttaient pour préserver leur propre autonomie. Tout le monde combattait le même occupant, mais chacun de son côté. Il n'y avait pas de front uni. Et c'est cette division qui a permis aux Français, avec le temps, de les écraser les uns après les autres.
Et c'est là qu'on arrive à une sorte d'ironie d'histoire. Ce que la résistance armée, fragmentée, n'avait pas réussi à faire, c'est le régime colonial lui-même qui va, sans vouloir le provoquer, le provoquer. Comment? En imposant à tous les Malgaches, quelle que soit leur origine, la même oppression. Et c'est de cette souffrance partagée que va naître, petit à petit, une nouvelle conscience nationale. Alors, concrètement, c'était quoi ce système colonial? On peut le résumer en 3 étapes, 3 piliers. D'abord, on prend la terre. Un décret de 1926 permet à l'État colonial de s'approprier toutes les terres jugées vacantes. Ensuite, on force les gens à travailler. C'est le travail forcé, le système SMO-NTJ, pour construire les routes, les chemins de fer. Et enfin, on nie les droits. C'est le tristement célèbre Code de l'indigénat qui crée une justice à 2 vitesses. Une pour les citoyens français et une, arbitraire, pour les sujets malgaches. 50 jours par an. C'est le nombre de jours de travail non payés, de corvée, que chaque homme malgache, entre 16 et 60 ans, devait fournir à l'administration coloniale. 50 jours, ça fait presque 2 mois de travail gratuit, chaque année. Ce seul chiffre, il permet de mesurer l'ampleur de l'exploitation économique qui était au fondement même de ce système. Face à cette oppression systématique, la résistance va changer de visage. Elle va évoluer. On passe de la lutte armée dans les campagnes à une bataille des idées. C'est une nouvelle génération qui prend le relais. Des Malgaches qui ont été à l'école, qui ont lu, et qui vont se battre avec de nouvelles armes. Les mots, les journaux, la politique. Et le point de départ de ce nouveau combat politique, c'est une société secrète fondée en 1913, la VVS, Vie Vato Satellika, ce qui veut dire fer, pierre, ramification. C'était des jeunes intellectuels malgaches. Leur modèle, le Japon, qui avait réussi à se moderniser à toute vitesse sans renier sa culture. C'est ça, la naissance du nationalisme malgache moderne. L'idée n'est plus juste de résister à la France, mais de penser, de construire un avenir indépendant pour Madagascar. Alors, ces nouvelles armes, quelles sont-elles? Eh bien, d'abord les journaux. Des publications comme L'Opinion ou L'Aurore malgache qui n'hésitent plus à dénoncer les abus du système. Ensuite, les pétitions. On écrit, on signe, on demande l'égalité des droits, la citoyenneté française. Et puis, quelque chose de totalement nouveau, les manifestations de rue. Le 19 mai 1929, la première grande manif politique à Tanarive. Tout ça, c'est porté par des figures comme Jean Ralai-Mongo ou Joseph Ravanji, les nouveaux visages de la lutte. Et là, on arrive à un moment clé. Pendant des années, la revendication principale, c'était l'égalité. Devenir des citoyens français à part entière. Mais en 1934, dans le journal L'Opinion, Joseph Ravanji écrit noir sur blanc l'objectif ultime. Il parle du droit naturel et imprescriptible de constituer nation libre et indépendante. C'est la première fois que c'est dit aussi clairement. Le mot est lâché, l'indépendance. Ce n'est plus une question de réforme, c'est une question de souveraineté. Voilà donc le parcours. D'un royaume indépendant à un statut de sujet colonial, pour enfin aboutir à une nation souveraine. C'est une trajectoire incroyable, pleine de sacrifices et de combats. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'est-ce qu'il reste de cette longue, très longue lutte pour la souveraineté dans le Madagascar contemporain?